Aujourd'hui, les consommateurs du marché, c'est les gens qui cherchent à réduire leur consommation de viande, que ce soit pour des raisons de santé ou des raisons environnementales. Les gens, avec le rapport du GIEC, avec toutes les problématiques environnementales, avec la sécheresse, les gens se rendent compte que l'environnement va mal, que le monde va mal, il faut faire quelque chose, et que la viande est une grosse partie de leur empreinte carbone. Les gens en ont conscience. Donc il y a beaucoup de gens pour cette raison qui se disent « je vais manger plus végétal ». Et quand on se dit « je vais manger plus végétal », la partie plant-based food, donc les alternatives à la viande, en fait c'est une bonne option parce qu'on ne va pas changer son alimentation, on va pas changer ses recettes, on peut toujours faire des burgers, on peut toujours faire des nuggets, on peut toujours un barbecue avec des merguez, des chipots. Par contre, on le fait avec des produits qui sont 12 à 15 fois meilleurs pour l'environnement. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril. Le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Notre pays, la France, est reconnu mondialement pour être celui de la gastronomie. Côte de bœuf, chipolata, saucisse, la viande est clairement une composante essentielle de notre alimentation depuis déjà très longtemps. Mais force est de constater que les choses changent, les habitudes de consommation alimentaire se modifient entre leur volonté de consommer plus sainement et celle de réduire leur impact écologique. De plus en plus de Français réduisent la part de viande dans leurs repas. Les produits à base de végétaux viennent apporter une réponse nutritionnelle et gustative à ces nouveaux besoins. Pour en parler, j'ai le très grand plaisir de recevoir Cédric Meston, cofondateur d'Apivore. Apivore, peut-être connaissez-vous d'ailleurs déjà cette marque qui a été créée il y a seulement 5 ans, propose une alternative à l'alimentation carnée. Elle a développé toute une gamme de produits végétaux qui viennent se substituer à la viande. Avec Cédric, nous allons d'abord revenir sur le marché. Nous avons besoin d'un œil expert comme le sien pour bien comprendre les changements en cours entre la demande et l'offre, et puis également sur les sujets de réglementation qui font l'actualité. Il est effectivement question d'interdire l'utilisation des mots comme steak végétaux ou saucisse végétale. Nous poursuivrons sur la proposition de valeur d'Apivore. La jeune entreprise a construit sa première usine en France du côté d'Orléans. Comment a-t-elle fait pour être référencée chez les Carrefour et consorts en si peu de temps? L'histoire ressemble beaucoup à celle d'un succès. Nous terminerons par un focus sur les prochaines étapes de développement de la société. Encore plus de produits, quelles sont les velléités internationales? Bref, une conversation qui s'annonce passionnante même pour un viandard comme moi. Mais avant de commencer, Cédric, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour à tous et merci Cyril pour l'invitation. Ravi de partager ce moment avec vous. Ça te fait rire que je parle de viandard. Ah bah ouais, c'était la première question que tu m'avais posée. Ouais, c'est ça. Écoute, t'en manges encore de la viande? Moi je mange toujours de la viande. On va en parler justement. Moi du coup c'est Cédric, j'ai 30 ans, je suis cofondateur de Apivore. Donc Apivore, on fait des produits végétaux qui pour la plupart ont le goût, l'odeur, la texture de la viande. Donc on a une quinzaine de références. C'est des steaks, des chipots,
gâteaux, des merguez, des nuggets, du haché, des boulettes, des escalopes panées, des aiguillettes, à chaque fois qui sont 100% végétales, qui sont même d'ailleurs véganes, et par contre qui ont le goût, l'odeur, la texture de la viande. Et un exemple, nos nuggets en panel consommateur à l'aveugle, donc c'est pas moi qui le dis, c'est un panel Ipsos, c'est-à-dire à l'aveugle, les consommateurs en moyenne préfèrent les nuggets véganes que les nuggets de poulet. Génial, on va revenir dessus. Tu l'as dit, tu as 30 ans, alors tu as donc une très longue carrière professionnelle derrière toi. Évidemment, voilà, à 30 ans, on peut pas avoir 15 années d'expérience. Globalement, ton profil, c'est lequel ? Tu m'as dit école d'ingénieur. Ouais. Moi, j'ai fait ingénieur, donc à Télécom Paris et à Imperial College. Toujours été passionné par Imperial College à Londres. Voilà, toujours été passionné par l'entrepreneuriat. J'ai lancé un projet en école. Finalement, sorti d'école, j'ai rejoint sous pression familiale le conseil en stratégie. J'ai fait 4 ans chez McKinsey et c'est là que j'ai rencontré mon associé Guillaume. Et tous les deux, donc voilà, l'entrepreneuriat me fait jamais lâcher. Et au bout de 4 ans, du coup, T'as fait quoi chez McKinsey, même si je connais un peu la réponse, puisque t'es pas le premier à être passé par des cabinets en strat. Je te pose la question habituelle. Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as retenu de ces 4 années passées chez McKinsey, et puis comment finalement tu as trouvé, tu as été en capacité d'activer les outils que tu as trouvé chez McKinsey. Ouais. Moi, McKinsey, c'est quelque chose que j'ai adoré, je recommande beaucoup. En fait, j'ai eu 2 parties. Je suis rentré très jeune chez McKinsey, j'avais 22 ans quand j'étais du coup consultant là-bas, et en fait j'ai fait un mix entre d'un côté du coup tout ce qui est consumer et retail en France sur des problématiques stratégiques. J'ai adoré l'expérience chez McKinsey. Je suis rentré assez tôt, je suis rentré à 22 ans, et en fait j'ai eu 2 facettes dans ce que j'ai fait. D'un côté des projets consumer, consommateur et retail avec des grosses enseignes françaises. Sur des problématiques de stratégie, de développement, de croissance, etc. Et de l'autre côté, j'ai eu des projets de stratégie plutôt sur le secteur public, notamment en Afrique. D'accord. Et en fait, c'était... secteur public, c'est-à-dire les services d'État ? Typiquement, j'ai accompagné un gouvernement sur la privatisation de la principale entreprise du pays. Où du coup je travaillais avec le ministre en direct alors que j'avais à l'époque 24 ou 25 ans, et c'était des expériences qui étaient hyper formatrices, hyper marquantes, et où j'ai énormément appris, et j'y dois beaucoup parce que je suis jeune pour le rôle que j'ai aujourd'hui, et c'est notamment grâce à ce que j'ai appris pendant ces 4 ans qui ont été très intenses, mais où j'ai appris énormément. 2 parties, une partie retail, une partie service public. Tu viens de très clairement de l'expliquer. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 expériences ? Est-ce que le retail, c'est ce qui t'a permis finalement... Est-ce que ça a été un élément déclencheur pour la suite ou pas ? Les services publics, on imagine que non. Mais en fait, peut-être que oui. Tu repars avec quoi ? En fait, c'est des compétences. C'est pas des expertises sectorielles. Oui, un peu, mais en tous les cas, ce qu'on apprend quand on est consultant en expertise sectorielle, c'est très limité à ce qu'on apprend après quand on est dans une entreprise ou qu'on construit une entreprise pendant plusieurs années. Par contre, c'est sur des compétences, typiquement sur la structuration, sur comment on structure les projets, comment on structure les problèmes, comment on part d'un problème très compliqué pour en faire des tâches simples. Ce que je retiens de McKinsey, c'est pas de l'expertise sectorielle. Dans tous les cas, quand on est consultant, on apprend beaucoup moins, même si on passe 2 ans sur un sujet. Quand on est consultant, quand on crée sa propre entreprise, ou même qu'on rejoint une grande entreprise dans un secteur spécifique, c'est sur des compétences, typiquement sur les problématiques de structuration. Prendre un problème qui est très compliqué et le transformer en choses simples, et c'est quelque chose en fait qui est après hyper important quand on se dit on va faire des steaks végétaux sans savoir les faire et les vendre chez Carrefour. Ou alors des problématiques de comment on se positionne, et typiquement moi tout le travail que j'ai fait avec un ministre en Afrique, ça m'a appris à avoir un bon niveau de communication quand je parle avec des personnes seniors, que ce soit après des investisseurs, que ce soit des retailers, que ce soit aussi après les collaborateurs avec qui je travaille. Et ça, pour le coup, c'est des compétences qui, moi, j'ai trouvé hyper utiles pour la suite. Comment tu fais le passage, comment tu crées ce passage de 4 années chez McKinsey à je vais me lancer dans les steaks végétaux, même si on n'a pas le droit, ou on n'aura peut-être pas le droit de le dire, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est encore autorisé. On va y revenir. Comment t'expliques un retournement complet, parce que je comprends, il y en a beaucoup de personnes comme toi qui, après avoir fait quelques années de conseil, se disent c'est bien de donner le conseil, de faire du conseil, de partager des conseils,
mais finalement on est assez loin des opérations, on voit pas comment ils sont appliqués, et j'ai envie de revenir ou de venir dans ces opérations. C'est certainement quelque chose qui t'a attiré. Mais pourquoi aller dans le steak végétal ? Ah, mais il faut complètement craquer pour faire ça. Il n'y a pas de sujet. Moi, quand j'ai... Vas-y, raconte-nous un peu le cheminement. La première fois que j'ai dit à mes parents que j'allais quitter McKinsey pour faire des steaks végétaux qui ont le goût de viande, à l'époque, ça n'existait pas en France. Ils m'ont regardé avec des grands yeux et ils m'ont dit, mais il faut que tu prennes des vacances, t'as l'air fatigué. Non, à l'époque, c'était... Enfin, faut un peu craquer. Mais, là, on est en quelle année ? Donc 2019. Là, on est en 2019. Ouais. Et moi, donc, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu envie de remonter une boîte. Et j'adorais ce que je faisais chez Mac. En fait, je suis revenu justement d'un projet en Afrique. Je me suis dit, maintenant, on va essayer d'être un peu plus posé à Paris, etc. Et très vite, en ayant un peu plus de temps, je me suis dit, en fait, franchement, il faut que je retourne monter un projet, etc. Et c'est là où, j'avais un très bon ami chez McKinsey qui s'appelle Guillaume Dubois, donc, qui est mon associé aujourd'hui. Et tous les deux, on s'est dit, mais faisons un projet ensemble. Il a le même profil que toi, ingénieur. Ingénieur, lui, il est un peu plus âgé. Il a 36 ans, il a d'abord bossé chez PSA. Et ensuite il a rejoint le conseil, et en fait on s'est dit faisons un projet dans l'environnement, essayons de faire un projet qui a un impact positif sur le monde de demain. Réellement d'une feuille blanche, avec juste marqué en haut projet pour l'environnement. Ok, intéressant. Et à ce moment-là on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire en projet dans l'environnement. Et pourquoi qui a un projet impact. Pour l'environnement? Pourquoi? Par conviction personnelle. On s'est dit, et je pense après c'est aussi une déformation, mais on voudrait créer une entreprise qui a un impact positif sur le monde de demain. Okay. C'était un peu ça notre idée de base. Donc on pose la ligne, le titre, et après on phosphore. Ouais, exactement. On phosphore comment on fait? Alors toi, t'étais vous étiez tous les deux dans le conseil. Lui, il a une expérience dans l'automobile. Tout ça est assez éloigné de la pivot. Comment on phosphore là-dessus? Là, on a pris la feuille blanche avec marqué ayons un projet qui a un impact sur l'environnement. On s'est dit impact sur l'environnement simplifions égale impact carbone. Et on s'est dit quelles sont les grosses poches de carbone en France et en Europe. Il y en a une grosse qui est sur l'avion. Ça, on s'est dit compliqué. Après, la deuxième grosse, c'est sur l'alimentation. L'alimentation, c'est 15% des émissions de carbone en France et en Europe. Et quand on regarde, c'est quoi en intégrant la production de carbone importée? Oui, okay. Au global, c'est 15% des émissions de... C'est-à-dire que les produits qui viennent de loin, exactement. Ils sont comptés dans ces 15%. Ouais. Okay. Sur la viande, c'est 15%. Et quand on regarde en France, il n'y a pas d'offre pour aider les Français à réduire leur consommation de viande. Là où quand on regardait le marché européen ou américain, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des très gros acteurs, typiquement aux États-Unis. Typiquement, à l'époque où on s'est lancé, donc il y avait en 2019, il y avait Beyond Meat et Impossible qui étaient très gros aux États-Unis. Mais quand on regardait leurs produits, c'est des produits qui n'étaient pas du tout adaptés à l'offre au marché français. Pourquoi ils étaient comment? Énormes? Alors, énorme. La liste était énorme. La liste d'ingrédients était énorme. Mais typiquement, Impossible Food, qui est le leader aujourd'hui, est interdit en Europe. Parce qu'ils ont des additifs qui sont interdits, qui ne sont pas autorisés, qui sont considérés comme innovative food avec des OGM. Et Beyond Meat avait une liste d'ingrédients, et toujours le cas, très longue, avec beaucoup d'additifs, dont plusieurs qui sont rouges, dits mauvais pour la santé sur Yucca, et beaucoup de gras saturés comme de l'huile de coco. Et nous on s'est dit, si on veut faire un produit qui convainc les Français, il faut s'adapter au marché français qui est très poussé sur la partie santé, nutritionnelle, etc. Et donc il faut prendre la verticale santé. Il n'y avait rien d'autre en Europe? Pardon, je te coupe. En Europe, il y avait quelques acteurs locaux qui se lançaient, mais c'était très très jeune. C'était des gens qui étaient en train de se lancer même année que nous. Okay. Et par contre, vertical santé en R&D, en fait, ça n'avait pas été creusé. Personne n'avait bossé dessus en 2019. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est comment faire un produit qui est bon en goût et bon pour la santé. Et donc, pour le marché français, c'est un produit avec une liste d'ingrédients qui est le plus court possible, pas d'additifs, des produits naturels, et après, un sourcing, on y reviendra sur le sujet des appellations, qui est français. Et puis comment on fait le goût? Ça, je suis très curieux de savoir comment on s'y prend. Bon, vous remplissez vos PowerPoint là, comme vous avez si bien appris à le faire chez McKinsey. Je charrie un peu, mais enfin voilà, vous avez formalisé les idées, le pitch du business, probablement un début de business plan. Comment on commence? Et bien, là, à ce moment-là, on commence dans notre cuisine
On regarde des tutoriels, on prend des cours, etc. pour essayer d'apprendre à faire des steaks végétaux. Ouais. On apprend. Très franchement, c'était dégueulasse. Il n'y avait pas de sujet, c'était pas bon. C'était pas bon. Et donc on commence, on a contacté, je crois, on a 100% des personnes qui bossaient sur ce sujet en Europe et une bonne partie de ceux qui bossaient à l'étranger en disant on prend la verticale santé et on essaye on ouvre un labo à Paris là-dessus et on veut qu'il y ait des gens qui puissent gérer le labo et développer l'innovation dessus pour faire des produits sains. Et donc ça, c'était une thèse qui était hyper alléchante pour plein de personnes à l'étranger. Et on a réussi à avoir 2 personnes qui nous ont rejoints. Attends, quand tu dis on développe un labo, l'idée c'est de faire un laboratoire, votre business, ou c'est un moyen d'innover? On fait un labo de R&D en France pour faire des produits qu'on vendra après en France, qui sont bons en goût et bons pour la santé, avec des innovations qu'on va apporter au marché existant. Donc, Apivore est un labo en fait? Au début, on est une boîte de recherche, de recherche et de développement. Ouais. On a créé nos produits, on a déposé des brevets sur nos produits. On a plusieurs donc brevets là, dessus. vous attirez finalement des experts, c'est comme ça, pour qu'il y ait ce travail. Et ça prend donc 2 qui vous rejoignent, c'est ça? 2 personnes qui nous rejoignent, c'est ça. Et donc on lance ce travail de recherche et de développement produit pour lancer. Mais comment vous financez ça là? Et ça, au tout début, c'était sur nos fonds propres, Ouais. avec Guillaume. On commence à développer ça. Très vite, on se rend compte que nos fonds propres sont pas suffisants. Et très vite, on se dit, en fait, ça va y avoir un problème. Et là, on se retrouve, on est tout début, on est début janvier 2020. Mm-hmm. Début janvier 2020, on commence à avoir des premiers produits. On est bien là sur le timing. Sur le timing, on est pas mal. On a un steak. On a un steak à l'époque qui commence à être pas mal. Franchement, on le mange et on est content de le manger. Ok. Et déjà, franchement, c'est bien. Et par contre, là, on est au stade où on a un produit en laboratoire. Il y a un monde entre faire un produit en labo et faire un produit en usine. C'est un peu comme une mousse au chocolat. Entre faire, si je te dis fais 1 kilo chez toi, tu sais faire. Si tu dois faire 10 tonnes dans une journée, plus compliqué. C'est-à-dire tu peux pas acheter les œufs, tu peux pas casser 10 tonnes d'œufs, tu peux pas battre 10 tonnes, il faut d'autres moyens de produire. Et c'est le même problème qu'on a sur nous les steaks. Entre les faire en labo et après réussir à les faire en usine, il y a un monde. Là on est début 2020. Là on est fin 2019. Fin 2019. Et là-dessus on recrute à ce moment-là un directeur des opérations qui est un junior partner de McKinsey qui avait plus de 15 ans avant d'opération dedans, qui connaissait un peu ce sujet-là. Et on se retrouve en janvier, on se dit oulala, là ça va commencer. En plus, c'est des tests dans des pilotes, des sites pilotes qui ne nous appartenaient pas. Ça va commencer à coûter cher. Bon, allez, on va continuer sur cette histoire après. Merci pour cette introduction sur ton parcours professionnel et puis comment l'idée est née d'Apivore. On va rentrer dans le détail un peu plus loin, mais avant de le faire, je pense qu'il est hyper important de revenir sur le contexte marché. Je le disais en introduction, les choses changent, les habitudes de consommation changent. Absolument. On est à un moment actuel où c'est criant. Cependant, les changements constatés avant la crise de l'inflation peuvent être un peu contrecarrés. Disons que la sensibilité au prix est beaucoup plus forte qu'avant. On le disait avant on enregistre, enfin je te le disais, on a vu que le bio s'est un peu cassé la gueule, les produits de premier prix augmentent. Comment là-dedans l'innovation alimentaire, puisque finalement c'est bien de ça dont il s'agit, peut trouver sa place. Comment toi, tu pourrais nous donner des informations sur ce marché, sa taille, son organisation Alors, en préambule, avant de parler de marché du végétal, global. Je reviens sur 2 points, c'est les innovations et le bio. Donc les innovations sont en chute libre depuis 4 ans en retail, c'est-à-dire qu'on est passé avant on était à 2-3% du chiffre d'affaires des enseignes qui étaient liées aux innovations. Alors, en ce moment, on est plus Alors tu parles des distributeurs ou des marques? Des distributeurs. D'accord. Donc tous les Carrefour, Leclerc, Auchan, etc. Avant on était à 2-3% d'innovation, de leur chiffre d'affaires qui était de l'innovation. Aujourd'hui c'est plus que 0,5%. Donc il y a une énorme baisse de l'innovation parce que le pouvoir d'achat diminue, les industriels aussi ont moins de marge et du coup l'un dans l'autre, en fait tout le monde prend moins de risques. Les innovations augmentent aussi le prix, arrivent toujours un peu plus cher que les produits classiques. Et donc l'un dans l'autre, les industriels font moins d'innovation, les retailers en acceptent moins et les acheteurs en consomment moins aussi. Donc on est sur un cercle assez négatif sur les innovations et effectivement aussi le bio. Le bio a beaucoup baissé
Mais le bio a beaucoup baissé parce qu'il avait énormément augmenté pendant le Covid. Quand il y avait plus de restaurants, en fait, le consommateur, il se rebattait sur le bio pour se dire, maintenant... Le budget de sortie resto, il était réalloué à des produits plus chers. Exactement. Notamment beaucoup de bio. Et avec la réouverture des restaurants, heureusement, etc., le bio a aussi pâli de cette suraugmentation qu'il avait eue pendant les années Covid. Tout ça dit, le marché dans lequel on est nous, c'est le traiteur végétal. C'est un marché qui est très particulier. C'est un marché qui fait 130-140 millions d'euros de chiffre d'affaires retailer. Donc sortie caisse des Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, Système, etc. C'est à peu près 140 millions d'euros. Mais ce marché, tu le décris comme le traiteur végétal. C'est ça. Là, on retrouve quoi comme type de produit? Il y a plusieurs produits. Il y a toute la partie historique. La partie historique, ça va être des galettes végétales qui existent depuis 30 ans au supermarché, qui sont malheureusement souvent sèches, avec un réachat qui est faible. La plupart des gens, quand on leur demande, et c'est un des problèmes qu'on a eu quand on s'est lancé, s'ils aiment bien les steaks végétaux, ils pensent à ce qu'ils ont mangé dans les dernières années, et ça avait été une fois une galette sèche de soja ou de légumineuses. Ils ont eu une mauvaise expérience, ils se sont dit c'est pas bon, je rachète pas, c'est pas pour moi. Donc il y a toute cette partie-là, ça c'est la moitié à peu près. Quand on s'est lancé, c'était les 4/5e. Il y a un petit peu de snacking, c'était pour les trucs, pour les apéritifs. Et après, il y a la dernière partie qui se lance, qui est la partie simili carné. Donc, c'est des produits qui ont le goût, l'odeur, la texture de la viande, qui s'en rapprochent beaucoup, qui veulent l'imiter. Il y a 4-5 ans, cette partie-là, elle était nulle. Ou quasiment nulle. Les premiers produits sont arrivés avec nous et avec Beyond Meat début 2020 sur le marché français. Vous avez donc ouvert ce segment du marché. Ça. Mais quand je t'entends parler, je me dis, en fait, ça va plus loin que les consommateurs qui achètent les produits de traiteurs végétaux. Enfin, c'est ça, la dénomination. Traiteur végétal. Traiteur végétal. Puisque finalement, vous voulez aussi vous adresser à tous ceux qui consomment de la viande, qui connaissent pas forcément cette alternative à la viande. Absolument. Donc finalement, votre marché n'est-il pas plus large que celui-là? Le marché là-dessus s'est transformé. Le traiteur végétal, depuis 5 ans, il a pris de l'ordre de 20% par an de croissance, notamment grâce à nous. Avec Apivore, on contribue à en gros 60% de la croissance du marché sur les 4 ou 5 dernières années. Rien que vous seul? C'est ça. Ok. Ça veut dire que sur les 140 millions du marché, vous avez déjà une part significative. Oui. Vous êtes un acteur majeur. On a 17%. On a 17% du marché au mois de janvier 2024. Ok. On pourra en reparler après. Ouais. Mais le marché a complètement évolué là depuis 4-5 ans, avec l'arrivée d'acteurs comme nous, qui avons apporté des produits végétaux, mais qui ont un goût plus de viande, et surtout qui ont un réachat plus fort parce qu'ils sont plus juteux, on se fait plus plaisir avec, on passe un meilleur moment, et à la fin, en français, quand il achète un produit en magasin, il faut que ce soit bon pour la santé, il faut que ce soit bon pour l'environnement, mais surtout, il faut que ce soit bon, et c'est et la composante plaisir est extrêmement importante dans le choix du produit en magasin. Le traiteur végétal dans la grande distribution, parce que c'est de la grande, c'est j'imagine la grande distribution qui fournit 90%, Exactement. Pour pas dire 100% des volumes. C'est dans des rayons spécifiques, c'est mélangé au milieu d'autres produits. C'est un rayon qui s'appelle traiteur végétal, qui a un grand rayon. C'est dire à quel point je suis un viandard, je sais même pas où il est. Il y a un rayon traiteur végétal au milieu du magasin, pas forcément, parfois pas très loin de la viande, mais il y a un rayon traiteur végétal. Nous on a essayé de mettre des produits dans le rayon viande, ça fonctionne, mais ça fonctionne moins bien quand c'est dans le végétal. Ce qui marche le mieux, c'est d'avoir tous les produits végétaux au même endroit. C'est le consommateur vient, et il n'y a pas que Apivore. Il y a Apivore, mais il y a aussi Garden Gourmet, il y a aussi La Vie, il y a aussi Eura, etc. Et du coup, il voit plein de choix possibles, et du coup, il va acheter, puis il va revenir, il va avoir le choix. Le fait d'avoir le choix, ça augmente le réachat. Je suis en train de comprendre dans ce que tu me dis qu'il y a un travail d'éducation du consommateur. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut exactement. C'est ce qui s'est prendre passé qui est énorme. En fait, le consommateur, il a un a priori négatif sur la catégorie. Il n'a pas envie de l'acheter de base. Donc nous, on arrive avec des produits qui sont plus chers. Nos produits en moyenne sont 20% plus chers que le reste de la catégorie, parce qu'ils sont plus juteux pour plein de raisons qui s'expliquent. Mais donc lui faire acheter ce produit, c'est compliqué, et même nous on va chercher des consommateurs qui venaient pas dans ce rayon, tu vois, comme toi, qui ne sait pas où il est. Et pour ça, en fait, nous, tout le travail qu'on fait, c'est un travail d'évangélisation. Donc c'est convaincre les gens de retester. Donc ça passe par des dégustations. Donc typiquement, on fait énormément de dégustations en magasin. Quand du coup tu passes faire tes courses,
tu passes pas dans le rayon, mais en passant à côté, il y a quelqu'un qui est avec une petite plancha et du coup tu goûtes et tu vois que c'est bon. Tu dis peut-être que je pourrais en prendre. Et là on te donne un petit bon de réduction et du coup tu dis allez je vais essayer ça pour mes enfants et voilà. Hop. Après dès que quelqu'un achète, le taux de réachat est très élevé et du coup on sait que ça tourne. Et donc on pousse pour qu'il y ait comme ça du réachat en magasin. Pareil, on fait de la promotion. Là, sort du rayon, tu vois que le produit est là. C'est un peu moins cher, tu l'as vu à la télé ou je sais pas où, et du coup tu dis ou tu m'as entendu dans ton podcast. Donc tu testes, tu te traverses, en fait c'est bon et du coup tu y retournes. Ou alors on fait beaucoup, typiquement on est présent sur tous les festivals, typiquement Rock en scène, Solidays, etc. On a un food truck et comme ça les gens goûtent, c'est des dizaines de milliers de personnes qui goûtent, etc. etc. Bon, on va revenir dessus. Je voudrais rester sur le marché 2 secondes. Comment vous avez analysé les changements de comportement d'achat là, avec ton associé quand vous êtes posé la question comment on perçoit ces changements Je le disais en introduction, ils sont suffisamment forts pour que le législateur soit sensible au lobby de la viande pour dire faut plus appeler un steak végétal steak ou une saucisse végétale saucisse parce que c'est entre guillemets une concurrence déloyale. Je schématise, mais je pense que je ne dois pas être très loin de la vérité, je te vois acquiescer. Hein. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un changement profond qui ne concerne pas que des fans de la première heure de produits végétaux, c'est beaucoup plus mass market. Ouais. Aujourd'hui, les consommateurs du marché, c'est les gens qui cherchent à réduire leur consommation de viande, que ce soit pour des raisons de santé ou des raisons environnementales. Les gens avec le rapport du GIEC, avec toutes les problématiques environnementales, avec la sécheresse... Merci Jean-Marc Jancovici. Exactement. Les gens se rendent compte que l'environnement va mal, que le monde va mal, il faut faire quelque chose, et que la viande est une grosse partie de leur empreinte carbone. Les gens en ont conscience. Donc il y a beaucoup de gens pour cette raison qui se disent « je vais manger plus végétal ». Et quand on se dit « je vais manger plus végétal », la partie plant-based food, donc les produits les alternatives à la viande, en fait c'est une bonne option parce qu'on va pas changer son alimentation, on va pas changer ses recettes, on peut toujours faire des burgers, on peut toujours faire des nuggets, on peut toujours faire des plats. Un barbecue avec des merguez, des chipots. Par contre, on le fait avec des produits qui sont 12 à 15 fois meilleurs pour l'environnement. Côté prix, si on compare, parce que c'est important. Aujourd'hui, la viande fait partie des produits qui ont subi une inflation très forte. Un steak de viande, de bœuf, par rapport à un steak dit végétal, c'est quoi le prix ? C'est le même ? C'est moins cher ? C'est quoi ? Alors aujourd'hui, le steak végétal apivore est moins cher que le steak de bœuf. Et c'est lié à 2 raisons. Ouais. La première, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'inflation sur le prix de la viande, notamment la viande rouge. Et de l'autre côté, nous, on s'est industrialisé. On a ouvert notre propre usine, on pourrait y revenir. Ouais. On a pu réduire les coûts de production et on a retranché cette baisse de coût à notre prix de vente. On a pu faire une baisse de prix. Et donc, pendant que le prix de la viande a augmenté, nous, le prix du steak végétal a diminué. Hyper intéressant pour vous. On va y revenir. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aussi, il peut y avoir une forme d'arbitrage de la part du consommateur par le prix, parce qu'ils disent finalement j'ai autant de protéines, tu vas nous en parler des protéines, parce que quand on parle de viande on ne peut pas ne pas parler de protéines. J'ai des protéines autant que dans un steak, j'ai un goût qui est quasiment comparable à un prix qui est inférieur. Et ça vous aide à pénétrer le marché, non ? Oui, en fait. D'ailleurs, toi et tous les autres produits équivalents. Oui, le prix, et ça, tu le vois bien, est un sujet extrêmement important aujourd'hui dans le choix du panier du consommateur. Avec les problématiques d'inflation, les gens font beaucoup plus attention. Ça se voit sur les restaurants, ça se voit sur le panier, sur les produits qu'il y a au sein du panier d'un consommateur. Nous, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est on est sur une catégorie qui est légèrement moins sensible au prix qu'une autre. Parce que on est très bon pour l'environnement et les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir quelque chose qui est bon pour l'environnement. Après, pour autant, la sensibilité prix reste extrêmement importante. Et nous, on le voit au sein de notre gamme, les produits qui sont les moins chers fonctionnent le mieux. Et même au sein de la catégorie au global, les produits qui tournent le mieux sont quand même clairement les moins chers.
quels sont les consommateurs types des produits comme les vôtres? Est-ce que ce sont des CSP+, des urbains, comme on pourrait avoir par cliché probablement en tête, ou alors est-ce que c'est beaucoup plus populaire que ça? Alors, c'est pas urbain. Nous, on a un mix de chiffre d'affaires par département qui est très significativement proche de celui de la moyenne des ventes du classique, du PGC, donc des ventes de produits en supermarché. Ok. En revanche, on a deux billets. On a un billet qui est plutôt CSP+, qui est plutôt jeune. C'est plus les jeunes qui sont sensibles à acheter des produits bons pour l'environnement. Et paradoxalement, c'est des jeunes du coup qui ont un pouvoir d'achat qui en moyenne est plus faible, mais qui sont prêts plus facilement à payer un peu plus cher pour avoir un produit qui est bon pour l'environnement. Et l'autre billet qu'on a, c'est l'éducation au marché. Initialement, c'était les très grosses villes. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais on a quand même encore une grosse, malheureusement, diagonale du vide où les gens sont peu sensibles à nos produits. Ok, donc il y a encore un gros travail d'évangélisation, tu commençais à le dire. On va revenir, merci pour cette vision du marché, ce partage d'informations. On va revenir sur là où je t'ai laissé, c'est-à-dire l'arrivée dans le développement du produit de cette troisième personne qui vient de chez McKinsey pour les opérations. Et l'enjeu qui est le passage à l'échelle, en fait, en quelque sorte. C'est de ça dont il s'agit. Produire un steak en laboratoire, 2 steaks, 3 steaks peut-être. Maintenant, le faire en tonnes, c'est pas la même histoire. Comment on continue l'histoire là? Ouais. Donc nous, on commence à faire des essais. Initialement, c'est très dur, d'un point de vue industriel, c'est très dur de trouver un partenaire français qui accepte de nous accompagner là-dedans. Parce que il y a beaucoup de temps de développement. Nous, il y a de l'innovation qu'on apporte sur des lignes, il y a des machines qu'on apporte. Donc, c'est quelqu'un qui accepte de bloquer son site pour faire des productions de tests, en espérant après faire des vraies productions qui soient vendues. Et donc, pour beaucoup de partenaires français, c'était très, très dur. Ou c'était pas envisageable de travailler avec nous. À côté de ça, on a une problématique de financement. Et donc nous, on était des anciens consultants fraîchement sortis. Donc nous, cette fois-ci, il fallait qu'on lève vite parce que les coûts, pour le coup, augmentaient très significativement et on n'était pas capable de suivre. Donc nous, on prépare, comme tu l'as dit, un business plan béton, une présentation nickel, et on commence à l'envoyer de manière très standard à différents fonds, business angels, etc. Et là, ça répond relativement peu. En leur disant, moi j'ai besoin de financer un outil industriel, c'est globalement ça. Qu'est-ce que vous dites? À l'époque, c'est lancé avec un partenaire industriel, avec des innovations qu'on développe, qu'on brevette et qu'on implémente sur la ligne d'un partenaire. Et pour ça, on a besoin à l'époque, c'était initialement, on cherchait, je crois, 2 millions d'euros. Et donc, on cherche 2 millions d'euros pour lancer ça sur les 18-24 prochains mois. Là, pas grand-chose. Ou en tout cas, ça va pas assez vite par rapport... Nous, on avait un enjeu... Là, on est début 2020. Là, on est début 2020. On a besoin... En fait, on n'est pas capable de payer tout ce qu'il faut payer fin janvier. Okay. Donc, on a besoin... Donc, on n'est pas le 3, on est, disons, le 8-9 janvier. On a besoin d'avoir les sous pour le 31. Ouais. Pour caricaturer. On commence et on voit qu'il y a un peu de retour, mais genre, c'était inenvisageable d'avoir 2 millions d'euros pour le 31 janvier. Donc là, on se dit, merde, comment on va faire? Et là, en fait, il y a un feedback qu'on nous fait qui était marrant, on nous dit, le truc, c'est que vous êtes des anciens consultants. Quelqu'un nous dit, un investisseur, vous êtes des anciens consultants, donc on sait que vous savez faire des slides. Par contre, on ne sait pas si vous savez faire des steaks. Et à ce moment-là, on se dit, en fait, on va suivre ça et on renverse un peu la table. Et tous les rendez-vous qu'on fait, on se met à y aller en t-shirt, sans slide, sans BP. On y allait juste avec une plaque portable, une poêle, notre steak, le concurrent de l'époque qui était Beyond Meat, en plus que commençait à faire parler en France mais qui n'était pas encore arrivé, donc tout le monde ne savait pas trop à quoi ça ressemblait. Comment tu fais alors pour t'approvisionner de ces... On les achetait aux États-Unis, on les importait, et donc on arrivait et on faisait cuire les 2 steaks côte à côte dans les beaux bureaux parisiens en bois. On apportait la plaque, la poêle, ça faisait de la fumée partout, donc les gens venaient des autres bureaux. On leur disait pas lequel était notre steak, lequel était Beyond Meat, on faisait goûter les deux, on faisait voter. Et pour être honnête, une fois sur 2 c'était nous, une fois sur 2 c'était Beyond qui était préféré. Dans tous les cas, c'était kiff-kiff. Dans tous les cas, ils disaient ouais, c'est vrai pareil. Nous on leur disait que le nôtre était meilleur pour la santé, et au global ils se disaient franchement j'y crois.
Franchement, j'y crois, c'est les Français. Ils ont l'air de dérouler le truc, ils ont un bon produit. Ils sont pas au niveau de valorisation délirant de Beyond Meat de l'autre côté de l'Atlantique. Allez, go, ça nous intéresse. Et du jour au lendemain, on est passé à avoir quasi personne ou des leads assez mous à beaucoup de gens qui sont prêts à investir tout de suite. Et on a levé et avant la fin janvier, on a pu signer, avoir les sous de la levée, et on a levé ça a été extrêmement rapide, ça a pris quelques jours, on a levé au total sur ce premier tour quasiment 3 millions d'euros. Wow. Et by the way, vous savez faire des slides. En deuxième partie, on envoyait les slides. Quand on disait on partait, on dit on vous envoie les slides et le BP, on l'envoyait quand même. Donc fin janvier, vous êtes financé. Ouais. Avec ce financement, vous retournez voir les industriels, vous faites quoi ? On continue d'avancer avec les industriels. On trouve un partenaire avec lequel on commence à avancer. On fait une première production. À côté de ça, on lance une première marque qui s'appelait à l'époque Les Nouveaux Fermiers. On commence à lancer le développement commercial. On s'est dit, on fait uniquement grande distribution et... Je fais une pause. Le steak, la viande, à proprement parler, a une date de péremption relativement courte. C'est la même chose pour vos produits ? Alors aujourd'hui... Si je te pose la question, c'est que quand tu commences la prod et que tu n'as pas encore le débouché commercial, combien de temps tu peux garder tes trucs que tu as produits ? Ouais, c'est une bonne question. Nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est dans le processus de fabrication, il y avait une étape de congélation. D'accord. Et donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrêtait à ce moment-là, on arrêtait en congélation, donc ce qui nous permettait de produire 10 tonnes, typiquement. Et après, par contre, seulement décongeler les parties qui allaient être commercialisées. D'accord. Et sur la question de la date de péremption par rapport à la viande ? Quand on s'est lancé, les premières commandes qu'on a livrées chez Monoprix, Carrefour, ont été sur du 7 jours livrés entrepôt. Donc, selon le temps que le magasin après mette à le mettre en rayon, on était sur du 3-4 jours. C'était extrêmement court. Ouais. C'était sport. Et maintenant, on est sur des DLC qui sont... Nous, en fait, on n'utilise pas d'additifs non naturels. Donc, on va utiliser du romarin, de l'extrait de romarin pour aider pour la conservation, et on est sur du 20-30 jours. Ok, d'accord. Donc plus que la viande. Ouais. Ok. Donc là, ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Là, vous avez donc 10 tonnes. Ouais, c'est sa première prod. On a 10 tonnes. On a une petite marque avec peut-être 500 000 personnes qui nous connaissent. On a Monoprix et Carrefour qui acceptent de nous référencer pour 1er avril 2020. Et tu fais pareil qu'avec les investisseurs pour les convaincre de te référencer. Comment tu fais ? T'arrives avec ta plaque. En fait, on y allait avec les produits. On leur disait franchement, il faut que vous goûtiez. Il y a un gros marché, ça plaît aux gens, c'est sain, etc. Et ils disaient ok, c'est un pari, mais on teste. Et en fait, les distributeurs, il y en a beaucoup qui sont comme ça. De toute façon, on est sur des DLC qui sont courtes. Donc en fait, il n'y a pas de cadeau, ils testent. Mais nous, de toute façon, la DLC est courte, donc ça se vend, ça se vend pas. Si ça se vend pas, ils recommandent pas. C'est assez linéaire. Donc à chaque fois qu'on en prenait un, c'était un pari, il fallait que ça tourne. Mais donc on arrive à la Monoprix Carrefour. Et là on est 2020, qu'est-ce qui se passe en 2020 ? Il y a le Covid, on devait arriver le 1er avril au cadencier de début avril du coup chez Monoprix Carrefour, 15 mars ou 14 mars, là on sait tout ce qui s'est passé, tout s'arrête, donc plus rien n'arrive, on oublie, on se retrouve avec nos 10 tonnes de produits, mais par contre tout est en pause, il n'y a plus le référencement, il n'y a plus rien. Et là on se dit, on va faire un truc qu'on n'avait pas anticipé, on va faire du e-commerce. Et ça a été assez phare en fait dans notre développement. Donc en quelques jours, on a mis en place un petit site de e-commerce un peu tout simple pour acheter les produits. La logistique, c'est vous qui avec votre balanciez les produits. Non, comment on fait ? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu avancer avec Chronofresh, qui est une entreprise qui permet de livrer en surgelé les produits en surgelé. Ils venaient nous chercher, ils nous les livraient chez les clients. Ça tournait pendant le Covid. Et on fait ça. Et donc on ouvre le site de e-commerce, mais bon, on avait peut-être 500 personnes qui nous connaissaient. C'était majoritairement à famille et amis, famille, amis d'investisseurs. Donc il n'y avait pas grand-chose, mais bon, il y a quelques commandes. Et là, on se dit, on va en offrir à quelques personnes, à des influenceurs. Et en fait, on se met, il y avait quelques personnes qui nous avaient, avec qui il y avait des petits échanges, qu'on connaissait de pas trop loin, etc., que ça intéressait. Et on s'est dit, on va leur offrir. Et donc, on s'est mis à envoyer des produits comme ça pendant le confinement. Des influenceurs, c'est quoi ? Des cuisiniers ? C'est quoi ? C'est ça, ou des influenceuses food,
ou mode, typiquement des Noolita, des gens comme ça, avec qui on collabore encore, mais bon, tes enfants connaissent peut-être. Ouais, peut-être. Et donc on se met à envoyer des produits comme ça, sans attendre de retour. En fait, juste on les offre et on dit, nous de toute façon on voulait faire des opérations pour faire goûter les produits, avoir des retours consommateurs, on est coincé avec nos 10 tonnes, on va en partager un peu, prendre des retours. Et au passage, on se dit, on va le faire avec des gens qui ont un peu de communauté. Donc on envoie comme ça pas mal de produits. Et en fait, il y a beaucoup de personnes pendant cette période de confinement qui ont adoré ce geste et qui se sont dit, en fait, on l'envoie sans demander de choses en retour ou quoi que ce soit, juste vous me direz si ça vous plaît. On a une petite marque française, on se lance, c'est loupé, on peut pas les envoyer chez Carrefour, donc on vous les passe. Et ils se mettent à faire des vidéos de prank où ils piègent leurs copains et leurs copines à faire goûter un burger avec un steak végétal sans leur dire que c'est un steak végétal, et personne connaît, du coup à chaque fois ils s'étonnent, ils disent ah c'est étonnant, ah c'est très bon, etc. Où ils le font goûter, manger en entier, puis ils filent en disant ah tu savais pas, mais c'est végétal, c'était pas un vrai steak, etc. Et donc ils font ça, leur communauté voit, ils trouvent ça trop bien, ils se mettent à nous suivre, à nous contacter, on renvoie des produits, et comme ça en quelques semaines on est passé de 500 personnes à plus de 15 000 qui nous suivaient et qui voulaient tester ou commander, ou qui commandaient sur le site e-commerce les produits. Donc ça a pris comme ça, la grande distrib. Mais t'as pas écoulé 10 tonnes quand même comme ça? Franchement, on a écoulé une bonne partie. Après, on a refait des prods, mais on en a écoulé quand même beaucoup pendant le confinement comme ça. Et sortie de confinement, la grande distribution, on voit qu'en fait ça prend, qu'il y a des consommateurs sur le réseau qui en parlent beaucoup, il y a la presse du coup qui s'en mêle, etc. Et du coup, ils se disent, 1er avril, on voulait faire un test dans, je caricature, mais c'était 20 magasins d'un côté et 30 de l'autre. Et écoutez, on vous met dans tous les magasins d'Île-de-France le 1er juin. Qui te dit ça? Monoprix, Carrefour. Ok. Enfin, Monoprix, il y avait aussi quelques magasins en région, dans des grandes villes. Et par contre, Carrefour, c'était tout l'Île-de-France. On va revenir là-dessus. Mais je voudrais faire une petite parenthèse sur le produit, que tu nous parles plus du produit, du goût, comment on fait, qu'est-ce qu'il y a, comment on met des protéines, comment, sans additifs, on peut donner un goût de viande à des produits végétaux. Ouais. Je pense que c'est important que tu nous décrives un peu ça. Complètement igné. Alors, nous, si tu veux, on prend un produit, donc ça va partir d'une protéine. Donc souvent, nous, la majorité des produits, c'est du pois. C'est du pois français qu'on achète à Roquette Frères, qui est une grosse entreprise dans le nord de la France. Donc c'est du pois. Le pois, il va être broyé. Il va être mis à décanter dans l'eau. On va extraire la phase protéique. Donc on se retrouve avec de la poudre de protéines de pois. Et ensuite, on va la faire passer dans une machine qui s'appelle une extrudeuse. C'est une espèce de longue vis de plusieurs mètres de long. Et en fait, aux différents endroits de la vis, on peut faire varier la température et la pression. C'est maximum 80 degrés et maximum 2 bars. Donc ça ne dénature pas les protéines et les produits qu'on met dedans. Et en fait, au long de la vis, on va faire entrer typiquement de l'eau, typiquement de l'huile d'olive, des arômes naturels. Nous, les arômes, pour avoir ce goût, en fait, ça va être une combinaison d'herbes et de champignons fermentés qui, indépendamment tout seuls, n'ont pas le goût de la viande, mais leur combinaison va reproduire la signature aromatique de la viande. Donc du bœuf, du porc. Exactement. Voilà. Et on met tout ça, et en fait, avec ce processus nous, du coup, sur lequel il y a plus de 1000 degrés de liberté sur ce type de plus de 1000 degrés de liberté. C'est des machines assez complexes. D'accord. Nous, on a développé une technique qui nous permet en entrée, avoir entre guillemets de la poudre. Et en sortie, en fait, on arrive à changer la structure moléculaire sans dénaturer le produit, sans dénaturer les protéines, et réussir à créer des fibres. En sortie, on a des fibres comme des fibres de poulet, qui après vont être découpées, broyées, etc. pour faire des steaks, du haché, des boulets, des aiguillettes, des nuggets, etc. etc. Ok, merci pour cette information, parce que je pense que c'est important de l'avoir. Donc, début juin, je reviens sur l'histoire 2020, Monoprix et Carrefour vous déploient de façon plus massive qu'est prévu. Il y a un enjeu industriel derrière ou pas? Parce que est-ce qu'il faut produire plus du coup? Oui, en fait, oui, mais ça, on arrivait à le faire avec notre partenaire. Et donc, je vais revenir juste après sur les problématiques industrielles. Et avant ça, quand on arrive du coup là-bas, donc en fait on a des produits avec, je t'ai expliqué des DLC qui étaient très courtes, d'un coup quand même pas mal de points de vente. Et là en fait on se rend compte que quand les produits, donc il y a que 2 enseignes, je dirais pas de laquelle je parle, mais il y a une des deux où en fait les produits partaient, arrivaient dans l'arrière-boutique des magasins, et en fait le chef de rayon ne sait pas exactement où mettre le produit.
Est-ce que c'est au rayon boucherie? Est-ce que c'est au rayon végétal? On sait pas trop, il n'y a pas de la place, de toute façon il n'y a pas d'étiquette, c'est nouveau. Donc bon, on le laisse, on verra comment ça se passe. Et ça fait de la casse, et du coup le magasin ne recommande pas. Et donc nous on s'est mis à devoir faire, et on a fait le tour de tous les magasins. Tous les magasins, on a été voir le chef de rayon pour lui expliquer ce qu'était notre produit, pourquoi on le faisait, où le mettre, comment le présenter aux clients. On l'installait nous-mêmes, souvent c'est nous qui allions. Moi j'allais faire paquet des magasins, en arrière-boutique, sortir les produits pour les mettre en rayon. Et ça c'est un travail qu'on a fait d'abord sur l'Île-de-France, mais qu'après on a dû faire et qu'on fait aujourd'hui dans toute la France. À le faire, non, à l'époque on était déjà une petite quinzaine. Et pour le c'est coup, quoi les profils que vous aviez recrutés? On avait des personnes en recherche et développement, des personnes en opération, une personne qui faisait la marque et des commerciaux. Ok, et là on est déjà sur le nouveau nom Apivore, on est encore sur... Non, on est toujours sur les nouveaux fermiers. Les nouveaux fermiers. Les nouveaux fermiers. Cette première expérience, vous en tirez quoi comme conclusion? Si c'était à refaire, je sais pas si je l'aurais refait. Non, c'était bien, c'était sport, c'était passionnant. Mais en fait, on se rend compte que en vrai, tout est possible. Parce que si on nous avait dit il y a 9 mois que ça se serait passé comme ça, en fait, et même sans le Covid, où en fait on aurait eu le lancement avec toute cette communauté qui s'est créée, etc. Je sais pas ce qui se serait passé, mais en tout cas, c'est une combinaison de il faut y croire, il faut tout faire pour que ça marche et un peu de chance. Aujourd'hui, vous êtes déployé dans toute la grande distrib à l'échelle nationale. Il a fallu convaincre les autres. Finalement, la dimension communautaire liée au e-commerce, c'est quelque chose qui a été un facteur déclenchant pour convaincre d'autres distributeurs? Alors, je dirais que le e-commerce va avec la communauté, et la communauté va avec l'e-commerce. Bien sûr. Cette combinaison des deux, a été clé. Pour le coup, c'est pas ce qui compte le plus, dans le sens où que le distributeur, en fait, quand on rentre sur des plus gros référencements nationaux, aujourd'hui, on est dans 90% des magasins et on a 17 points de part de marché de tout le traiteur végétal. Eux, ce qu'ils regardent, de toute façon, c'est pas sorcier, c'est juste eux, c'est des épiciers, ils achètent des produits avec une DLC courte, ça se vend, ça se vend pas. Si ça se vend, est-ce que ça se vend mieux que les autres? Si oui, je recommande. Ça se vend pas ou ça se vend moins bien, je fais de la casse ou je vends moins bien, je fais moins de chiffres, j'arrête. Bon, aujourd'hui, le marché est convaincu, la distribution est convaincue. Aujourd'hui, on est dans 90% des points de vente, ça tourne très bien. Mais nous, il y a beaucoup de référencements nationaux qu'on a eu beaucoup aussi grâce à la communauté. Parce que justement on a une grosse communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux, on a des gens qui consomment nos produits toutes les semaines et même certains tous les jours. On a un site e-commerce où au départ on s'est lancé par e-commerce un peu par défaut, mais on s'était toujours dit on fera jamais d'e-commerce pour des produits comme ça, et finalement nous on est sur un site qui fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, avec beaucoup de personnes qui achètent très régulièrement les produits. Et c'est quelque chose qui est complètement structurant dans l'échelle d'entreprise. Ça représente une part significative du chiffre d'affaires ou c'est vient vraiment en complément, quoi? Ça vient vraiment en complément, mais ça reste important. Bon, l'outil industriel aujourd'hui là, parce que c'est quoi le nombre de tonnes que vous produisez là? On nous parlait de 10 tonnes pour un premier jet entre guillemets. Je sais pas si on parle de comme ça, mais aujourd'hui c'est quoi? Nous aujourd'hui on fait entre 1 et 2 millions de repas par mois, portions individuelles. Ouais. Donc ça fait quoi? Ça doit faire, on doit être l'ordre de 150 à 200 tonnes par mois, je pense en volume. Et c'est toujours avec le même partenaire? Alors justement, ça va changer. En fait, T'as vu comme je t'amène ça sur un plateau d'argent? Franchement, c'était pas prévu, c'est magnifique. Non. Non, nous en fait, on s'est assez vite. Je pense que c'est la déformation conseil. On s'est assez vite rendu compte que pour faire une entreprise qui est viable d'un point de vue de rentabilité, c'était compliqué sans posséder en fait son propre site de production, parce que sinon on se retrouvait écrasé entre d'un côté les marges du co-manufactureur et de l'autre côté les marges des distributeurs, et pareil, ça freinait beaucoup l'innovation parce qu'il fallait louer des jours qui coûtaient cher pour faire des tests qui n'étaient pas toujours fonctionnels. Donc en fait on choisissait beaucoup les tests qu'on faisait, et l'une chose entraînant l'autre, on faisait moins de tests et donc moins d'inno. Et donc nous, assez vite, on s'est dit il faut qu'on possède notre site. C'est quelque chose dont on n'en a pas du tout parlé, mais on a commencé assez tôt.
Et je pense que ça a été un vrai avantage concurrentiel pour nous après sur le marché. Mais en fait, donc on a fait tout ce développement commercial et en parallèle, on a des équipes qui bossaient en secret sur on lance notre usine. Et là, on a fait le tour un peu de toutes les manières possibles et de tous les sites possibles qu'on pourrait avoir. Et on a fait le choix pas de construire un site de zéro qui allait prendre beaucoup de temps, mais justement de racheter un site en friche, finalement qu'on a trouvé, qui était un ancien site de la Berry, qui faisait à l'époque du tarama. C'était le traiteur grec qui a Chevilly au nord d'Orléans. Et donc on a racheté ce site qui était en friche depuis 4 ans, donc complètement arrêté. Il a fallu enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur, il restait des anciennes machines, etc. Vous avez gardé les murs? On a uniquement gardé les murs, on a même poncé les sols, on a gardé les murs extérieurs. Même à l'intérieur, on a tout cassé pour tout refaire. Ça fait quelle taille? Elle fait, je pense, 6 ou 7 000 m². Et on a fait 7 000 m² et on peut faire 10 000 tonnes par an avec le site aujourd'hui. Donc on a tout refait, on a tout mis en place et progressivement on a tout transféré sur le site. On a fait l'ouverture officielle, elle a été inaugurée par Bruno Le Maire en juin dernier. Sympa Bruno d'être venu. Dis-moi, vous avez financé ça avec les 3 millions que vous aviez levés en janvier 2020? Non, depuis on a fait d'autres levées de fonds. C'était malheureusement un petit peu plus onéreuse. C'était un peu plus onéreux que l'investissement initial. Et après, on a aussi beaucoup été accompagné par la BPI, par les programmes de réindustrialisation du gouvernement. Parce que du coup, là, c'est de la réindustrialisation. On augmente aussi l'autonomie agricole de la France. On coche pas mal de cases en fait avec le projet. On est bon pour l'environnement, etc. Et donc, on a pu aussi être en partie financé grâce au soutien public. Ok, parce que c'est effectivement une usine, on imagine bien que c'est des investissements qui sont lourds. C'est quoi la suite de l'histoire pour Apivore aujourd'hui? Vous avez combien de produits et est-ce que vous voulez étendre la gamme? Est-ce que vous avez des ambitions internationales? Ouais. Donc aujourd'hui, nous on a une quinzaine de références. On a des grosses innovations qui sortent là dans les prochains mois. Malheureusement, je n'aurai pas l'autorisation d'en parler, sinon je vais me faire taper dessus quand je rentre. Mais nous, si tu veux, les gros enjeux qu'on a, donc aujourd'hui, on fait 17 points. On a 17 points de marché sur le traiteur végétal. Le leader, c'est Garden Gourmet, c'est Nestlé, c'est des produits qui sont produits en Serbie sur une marque européenne qui a 22 points. Ça, c'est à janvier. Ensuite, vous êtes très proche quand même. Donc on est très proche. Nous, l'enjeu, si tu veux, pour le reste du marché, on a la MDD, tout ce qui est marque distributeur, qui est à 14. Et ensuite, on a des marques historiques comme Céréales Bio, qui va être à 6. Et après, des startups qui se sont lancées à peu près en même temps que nous, comme Eura, Lavi, Accro, etc., qui sont entre 0,5 et 6 points de part de marché. Ok. Donc clairement, vous êtes leader avec le groupe Nestlé. C'est ça. Nous, l'enjeu, c'est de le dépasser. Ça, c'est notre premier objectif. Sur le marché français. Sur le marché français. Et ça, notre enjeu, c'est d'y arriver cette année. Et donc, le gros enjeu des équipes, c'est d'y arriver. Et ça, c'est plus de référencement, plus de magasins référencés. C'est quoi? Comment on fait pour c'est un meilleur emplacement dans les magasins? Comment on fait pour prendre plus de points de marché? C'est une baisse de prix. Il y a plein de leviers à activer. Pour moi, l'enjeu, c'est une meilleure présence terrain. C'est être mieux présent dans les magasins, avoir des consommateurs qui nous trouvent plus facilement, améliorer le positionnement des boîtes de nos packs au sein du rayon, avoir plus de magasins qui nous référencent, avoir des magasins qui tournent bien. C'est tout un développement commercial sur lequel du coup nous on travaille. On a une force de vente, on a plus de 25 personnes qui sont sur tout le territoire français, qui visitent des magasins tous les jours, qui rencontrent des chefs de rayon tous les jours justement pour qu'on ait une excellence commerciale là-dessus. Ok. Ça, c'est une première grosse partie. Ouais. La seconde grosse partie, c'est tout ce qui est international. Aujourd'hui, on ne fait pas d'international, on vend uniquement en France. Mais par contre, on commence à regarder pour se dire où allons-nous nous développer. Il y a beaucoup de concurrents qui ont fait le choix dès la première année, en fait, se mettre à vendre dans plusieurs pays. C'est le cas en France, mais également à l'étranger. Nous, on a fait le choix inverse. On s'est dit, déjà, la France, en grande distribution, c'est compliqué. Donc essayons de faire ça déjà bien. Une fois qu'on aura des positions de leader, on verra pour aller chercher d'autres marchés. Mais ça, c'est pas 2024, ce sera peut-être 2025. Je pense que ce sera plutôt. Ouais, je pense que c'est pour 2025. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on regarde. Et également en France, on se développe beaucoup sur tout ce qui est restauration.
On n'en a pas parlé c'est ça. aujourd'hui, mais pour le coup, restauration, nous, on est présent dans 3-4 000 restaurants. On est l'offre végétale de Métro, de Promocage, de Transgourmet. Typiquement chez Pokawa, l'offre végétale, c'est Apivore. Chez Otakos aussi, depuis aujourd'hui. D'accord. Dans tous les Otakos de France, on utilise nos escalopes végétales panées pour leurs tacos. Mais donc on a aussi tout un enjeu de se développer sur le contenu, d'accélérer sur la partie RHD. Bon, super, merci pour ces informations. Mais dis-moi, une question me vient quand je t'entends parler. Est-ce que finalement l'outil industriel dans lequel vous avez investi à côté d'Orléans est sizé pour supporter l'augmentation des volumes ? Ouais, pour le coup, nous on l'a fait pour pas avoir besoin de l'étendre, de le faire grossir, et pour le coup on peut se développer, on peut même se développer à l'étranger sans avoir besoin de le changer, même si c'est quelque chose, d'ailleurs on n'en a pas encore parlé sur les appellations végétales, mais qu'on aurait pu faire. Enfin, en tout cas à un moment il y a pas mal de gens qui nous ont demandé est-ce que vous n'allez pas vous délocaliser pour continuer à utiliser les appellations ouais, justement, tu as raison de le souligner, je l'ai évoqué en introduction, on va l'évoquer en conclusion. C'est quoi ces questions d'appellation ? En 1 minute, en gros, ça fait 3 ans qu'il y a beaucoup de pression des lobbies pour toutes sortes de choses. Nous, typiquement, avant de faire le moindre euro en chiffre d'affaires en grande distrib, on avait reçu des documents de 50 pages nous demandant plusieurs millions de dommages et intérêts pour ce qui allait arriver, parce que nos steaks étaient roses et ronds, et du coup c'était du parasitisme sur le marketing de la viande depuis des centaines d'années, et du coup on devait payer des millions d'euros. Et par contre il y a aussi beaucoup de pouvoir de lobbying sur les lois. Et une loi est passée en France il y a 3 ans, après le décret d'appellation est sorti, qui du coup interdisait, il y a 2-3 ans, les appellations végétales. Donc on n'a plus le droit de dire steak végétal, etc. À l'époque on a gagné, on a fait appel, on a fait un référé, on a gagné au Conseil d'État, et là c'est revenu. Pour moi c'est revenu à cause il y a eu il y a une vraie crise politique et sociale sur les agriculteurs, et je pense qu'un des leviers qu'a fait le gouvernement, c'est se dire on fait passer la loi pour essayer un peu de calmer un peu de calmer le jeu, même si on va en parler, mais en fait l'impact est négatif au global pour les agriculteurs et les éleveurs, cette loi, parce que en fait au niveau européen, la loi elle autorise les appellations steak végétal. Donc la loi française est en opposition avec le droit européen, et la conclusion c'est que le droit français s'applique qu'aux entreprises françaises dans ce cas-là. Et donc moi, en tant qu'industriel français, j'ai pas le droit de dire steak végétal. Par contre, typiquement Nestlé, qui va produire en Serbie et en République tchèque, lui, il vend des nuggets en France, et ces nuggets peuvent continuer de s'appeler nuggets en France. Okay. Donc ça crée une concurrence déloyale des acteurs qui produisent en France versus à l'étranger. C'est complètement absurde, c'est à l'encontre de tous les sujets de protectionnisme, etc. Quoi qu'il en soit, nous on a fait appel. En fait, ce qui se passe, c'est que la loi du coup française, elle est illégale, parce qu'elle s'oppose au droit européen qui est censé prévaloir sur le droit français. Et donc normalement, là on fait un référé, d'ici quelques semaines. Le référé, il est fait auprès de qui ? Il est fait auprès du Conseil d'État. D'accord. Et normalement, d'ici quelques semaines, on va avoir l'audience, et on espère qu'à l'issue de l'audience, ils vont ils vont interdire, suspendre le décret pour qu'on puisse continuer d'utiliser steak végétal. Donc ça, on est quoi, en mai ? C'est en mai là, c'est avril. C'est début avril. C'est pour début avril, parce que la loi est censée être mise en application le 1er mai. Bon, écoute, on va croiser les doigts pour que ça passe. J'espère que il y aura des oreilles attentives à vos arguments. En tout cas, merci beaucoup Cédric pour la qualité de cet échange. Si des gens souhaitent te contacter, est-ce que LinkedIn est le bon moyen de rentrer en contact avec toi ? Écoute, c'est parfait. Puis un grand merci Cyril. Je t'en prie, on va remercier aussi tous les auditeurs qui sont toujours aussi nombreux. Merci beaucoup à vous pour les écoutes attentives. Merci à Comexposium et le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Cédric, je te dis à très bientôt, et puis bonne chance pour la suite, bon développement, et bravo pour ce beau succès. Merci beaucoup Cyril, et puis merci à tous pour votre écoute. Allez, à bientôt. Ciao.